Bonjour à tous, bienvenue à l'Université de la Terre, à cette plénière adhérer ou bifurquer, redonner, donner du sens à sa vie. Je m'appelle Jasmine Manet, je suis la directrice générale d'une association qui s'appelle You Forever, qu'on a créée en pleine pandémie pour mobiliser les organisations à prendre soin de la relève, de la jeunesse, mais surtout pour la mettre en capacité de mener la transition au cœur du réacteur dans nos entreprises. Nous faisons des enquêtes, des événements, on développe des outils, on bouscule et on fait basculer les dirigeants, les collaborateurs et les ressources humaines. On a co-organisé cette plénière aujourd'hui avec l'Université de la Terre et je les remercie. Alors aujourd'hui, on a décidé, comme notre métier c'est la jeunesse, et dans la vague des discours des étudiants avant l'été, on a décidé d'organiser cette plénière pour y voir un peu plus clair. Parce qu'après 10 ans de quête de sens à répétition, de bonheur au travail, d'épanouissement, au fil des crises qui se sont juxtaposées, donc sans en parler, la pandémie évidemment, la crise climatique, ce combat titanesque qui nous anime tous, et au cœur d'un phénomène au travail qui est la grande démission, qui remue les médias et nos organisations, se pose une question en fait. Comment donner du sens à sa vie ? Comment aligner mon choix de travail avec qui je suis, avec mes valeurs, avec l'impact que je veux avoir? Comment agir pour de vrai, ici et maintenant, pour cette transition qu'on doit mener? Après l'été, il y a deux voies qui semblaient s'être dessinées, adhérer ou bifurquer. Mais adhérer à quoi? Et bifurquer vers quoi? Et pourquoi? Et comment? Et à quelle échelle? Bifurquer, ça veut dire déserter ou ça veut dire changer de l'intérieur? Et adhérer, ça veut dire rester les bras croisés? Si on a choisi ce sujet, c'est peut-être plus pour le démonter, pour ne pas caricaturer des positions, où bifurquer, ça veut en gros dire élever des lamas dans le Lozère, et adhérer, c'est rester les bras croisés. Mais plutôt utiliser ces tendances comme une loupe sur l'époque, comme une loupe sur l'engagement, sur l'action, pour poser les fondations d'un nouveau paradigme dans notre société et dans nos entreprises. Mettre fin au cynisme ambiant, c'est un petit peu ça que j'ai envie de vous inviter à faire aujourd'hui, à ne pas voir tout noir ou tout blanc, à mettre dans des cases et à opposer ceux qui sont là avec nous aujourd'hui. Le but de cette heure et demie, elle va être assez dense, comme vous voyez, on est très nombreux, on n'a pas beaucoup de temps, c'est plutôt une introduction, un voyage que je veux décoiffant pour vous, avec joie et enthousiasme. Donc le but, c'est qu'on se mette d'accord, adhérer ou bifurquer, ça veut dire quoi et qu'est-ce qu'on fait, comment nous mettre en action. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous inviter à prendre un pas de côté pour reposer le contexte. Pour ça, je vais inviter Jérémy et John avec moi pour vous partager un petit peu leur regard d'experts et poser un petit peu le sujet. Je vous invite à les applaudir, merci. Mettez-vous à côté. Voilà. Parfait. Super, très bien entouré. Alors, avec nous, du coup, pour cette petite introduction, sachant que je vous préviens, on n'aura pas le temps pour des questions-réponses, malheureusement, comme c'est très dense, donc je vous propose de les noter, n'hésitez pas à aller voir nos intervenants après, il y a ce temps d'échange qui est prévu pour à la fin de l'intervention. Pour commencer, donc, ici avec moi, Jérémy Pelletier, qui est le directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Ils ont publié cette semaine la 2e édition d'un baromètre passionnant, Les jeunes et l'entreprise, avec la Massif et BVA. Jérémy, est-ce que tu peux nous en dire plus? S'épanouir aujourd'hui, le sens au travail, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut appuyer sur le petit bouton. Question à 1000 €. L'épanouissement, c'est une bonne notion. Ce qui est intéressant aujourd'hui, quand vous interrogez les jeunes sur, finalement, chose qu'on fait peu, c'est quoi une vie réussie? Si dans 10 ans, si dans 20 ans, si dans 30 ans, vous devez définir ce qui est finalement votre vie réussie, ce qui ferait que votre vie serait réussie, ce serait quoi les arguments principaux? Est-ce que c'est le fait d'avoir une vie faite plein d'engagement? Est-ce que c'est le fait d'avoir plein d'argent? Est-ce que c'est le fait d'avoir réussi une grande carrière, etc., etc. L'élément qui arrive en tête, et c'est très intéressant parce que, évidemment, il y a un effet de la crise sanitaire sur tout un tas de sujets, à commencer par le rapport au travail, à commencer par le rapport à sa vie. Aujourd'hui, quand vous demandez aux jeunes de 18 à 30 ans, c'est quoi une vie réussie? C'est d'abord avant tout une vie de famille épanouie. C'est intéressant, une vie de famille épanouie, parce que la famille, c'est sans doute l'un
des domaines, l'un des sujets qui a été le plus revalorisé durant la crise sanitaire. On s'est beaucoup occupé de ses proches, on s'est beaucoup occupé de sa sphère d'ultra-proximité. Et en effet, une vie de famille épanouie, aujourd'hui, ça arrive bien devant le fait d'avoir une vie faite plein d'engagement et une vie faite de beaucoup d'argent. Donc une vie épanouie, une vie réussie, c'est d'abord avant tout ça. Un élément intéressant, je crois qu'il faut aussi avoir en tête que depuis la crise sanitaire, il y a une quête de sérénité, une quête de stabilité, une quête de sécurité demandée par les jeunes générations qu'il faut bien avoir en tête. Et en gros, quand vous leur demandez déjà à quelle échelle de temps vous vous projetez dans l'avenir, quand vous vous intéressez à l'avenir, quand vous vous projetez dans l'avenir, l'échelle de temps, c'est au cours des 5 prochaines années. Et quand vous leur demandez ce qu'ils souhaiteraient faire durant les prochaines années, ce qu'ils aimeraient beaucoup avoir, vous avez une grande majorité de jeunes qui souhaitent d'abord avant tout être propriétaires de leur logement. C'est intéressant parce que le sujet de la propriété, on pourrait considérer, et à juste titre, que c'est un sujet de plus en plus obsolète pour la jeune génération habituée à la culture de la location, habituée à la culture du leasing. Et en fait, c'est intéressant parce que le sujet, la notion même de propriété, en fait, elle demeure quand on parle de logement, quand on parle d'immobilier. Et en effet, aujourd'hui, vous avez finalement des jeunes qui ont des aspirations qui ne sont pas très éloignées que leurs aînés et que les populations plus âgées. Et en effet, il y a une quête et un besoin en effet de devenir propriétaire de son logement. Donc voilà, une vie réussie aujourd'hui pour les jeunes, si je vais très vite, c'est une vie de famille épanouie d'une part et être propriétaire aussi de son logement, parce que c'est d'abord avant tout les deux conditions sans doute de la sérénité, de la sécurité et de la stabilité. Et au travail, ça donne quoi? Et au travail, ça donne quoi? Le travail, c'est un très bon sujet parce que depuis la crise sanitaire, notamment, ça touche l'ensemble de la population, mais notamment les jeunes. On assiste à, je dirais, une relativisation de la place du travail d'une façon générale dans leur vie. Et en gros, il n'y a plus de rapport sacrificiel au travail. Je vous donne 2 exemples. Vous interrogiez les actifs français dans les années 90. Vous aviez 60% des actifs français qui considéraient que le travail a une place très importante dans leur vie. Alors demandiez, est-ce que voilà, le travail a une place très importante d'un point de vue identitaire, d'un point de vue statutaire? Dans les années 90, vous avez 6 salariés sur 10 qui disent oui. Vous posez la même question aujourd'hui, vous avez moins de 30% des actifs français qui considèrent que la place du travail est très importante dans leur vie. Et en effet, ce à quoi on a assisté, c'est la place secondaire finalement du travail dans la vie des individus, une relativisation de la place du travail d'une façon générale, et en gros un rééquilibrage entre le temps donné à son travail et ce que l'on reçoit. En gros, dans les années 90, vous interrogiez les jeunes Français et les actifs français, ils avaient le sentiment que la balance était équilibrée entre ce qu'ils recevaient du travail et ce qu'ils donnaient au travail. Vous interrogez aujourd'hui les mêmes jeunes sur une question similaire, ils ont le sentiment que la balance est totalement déséquilibrée et que, en gros, ce qu'ils reçoivent du travail n'équivaut pas à ce qu'ils donnent. Donc il y a rééquilibrage, d'où effectivement les termes que vous avez cités tout à l'heure, la grande démission d'une part, le quiet quitting d'autre part, cette forme de démission silencieuse, en effet qui donne le sentiment qu'il y a une prise de recul, une prise de distance, notamment émotionnelle par rapport à son travail. Et un élément que j'aime bien citer, vous vous souvenez évidemment 2008, ce fameux slogan « Travailler plus pour gagner plus ». Travailler plus pour gagner plus, en 2008, vous aviez 60% des Français qui étaient OK avec cette phrase et qui étaient OK avec cette idée-là de travailler plus pour gagner plus. Aujourd'hui, vous leur demandez, vous leur posez la même question, vous avez un rapport totalement inversé et on n'est plus à 60% travailler plus pour gagner plus, mais 60% travailler moins, quitte à gagner un peu moins, mais pour avoir davantage de temps libre. Et en effet, l'élément intéressant qu'il faut avoir en tête, notamment quand on parle de la jeune génération, et c'est le vrai changement par rapport à la génération plus âgée, c'est que c'est désormais le hors-travail qui structure le travail, c'est plus le travail qui structure l'intégralité de votre vie, c'est plus le travail qui est statutaire, mais c'est votre hors-travail qui va structurer en effet le travail. Et pour clôturer sur ce petit éclairage que tu nous permets, je vous invite tous à découvrir l'étude qui est passionnante. Est-ce qu'il faut s'engager, est-ce qu'il faut adhérer ou bifurquer pour donner du sens à sa vie, vu tous ces éclairages que tu nous as donnés? Alors, il faut toujours s'engager. C'est intéressant, les jeunes sont en grande demande, notamment quand on fait le lien avec l'entreprise. Et en effet, vous avez cité l'enquête qu'on a sortie et qu'on a publiée avec la Massif et BVA, qui est la deuxième vague d'un baromètre qu'on a lancé l'année dernière. Sur la question de l'engagement, les jeunes demandent beaucoup
demande beaucoup vis-à-vis de l'entreprise, demande beaucoup à l'entreprise de s'engager sur les questions environnementales, demande beaucoup à l'entreprise de gérer une partie, en effet, de la question liée au réchauffement climatique. C'est en augmentation par rapport à l'année dernière. Le souhait, en tout cas, que l'entreprise gère cette question-là, traite cette question-là, avec évidemment l'effet de l'été, l'effet de la canicule de cet été, l'effet des grands incendies de cet été, font en effet aujourd'hui que les jeunes demandent beaucoup plus à l'entreprise en effet de s'engager sur cette question-là. Les jeunes, ils demandent des preuves très concrètes de l'entreprise. C'est intéressant quand vous leur demandez, bon, très bien, vous demandez à l'entreprise de vous engager sur la question environnementale, vous lui demandez potentiellement aussi de s'engager sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais c'est quoi la preuve concrète d'un engagement? Alors en gros, autant vous dire que le côté tribune publié dans la presse, ils considèrent que c'est totalement obsolète, totalement has-been et totalement bullshit. Le côté expression du chef dans les médias pour dire que l'entreprise est engagée sur telle ou telle valeur, ils n'y croient pas. En gros, la preuve concrète d'un engagement, c'est le fait de faire travailler des fournisseurs, le fait de faire travailler des parties prenantes qui sont en phase avec cet engagement-là. Et en gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la demande de preuves concrètes d'engagement, en fait, c'est une demande de mise en cohérence entre le dire et le faire, ce qui ne semble pas très compliqué comme ça sur le papier, mais en tout cas, c'est une demande. Après, sur l'engagement, il faut avoir quand même quelque chose en tête. Les jeunes sont en grande demande, en effet, notamment par rapport à l'entreprise, mais est-ce qu'ils sont prêts à donner autant? Ça, c'est un vrai sujet. Quand vous leur demandez, est-ce que dans les années à venir, vous souhaitez créer une association? Très peu de jeunes disent aujourd'hui, je veux créer une association dans les années à venir. Est-ce que vous souhaitez vous engager dans l'entreprise? Est-ce que vous souhaitez prendre des parts dans une entreprise? Idem, on ne sent pas un grand engouement aujourd'hui des jeunes vis-à-vis d'un engagement et d'une participation dans l'entreprise. Est-ce que vous souhaitez participer à un mouvement, participer à un syndicat, participer à un parti politique? Idem, aujourd'hui, c'est assez faible. Et donc, en gros, tout l'enjeu, à mon avis, vous savez, on parle souvent de société apathique, jeunesse un peu fatiguée, jeunesse un peu ramollie, jeunesse un peu vulnérable, fragile. À mon avis, tout l'enjeu, c'est de les remettre justement en selle, parce qu'on peut demander beaucoup à l'entreprise, on peut demander beaucoup à un certain nombre d'institutions en matière d'engagement, mais il va falloir donner aussi un petit peu de soi. Super conclusion, merci Jérémy. Pour l'autre éclairage de l'expert, nous avons avec nous John Hazan, qui est associé de Bain & Company et responsable des solutions talent pour l'Europe. John, est-ce que tu as publié aussi une étude récemment de Working Future? En fait, on parle beaucoup des jeunes, les jeunes avec un grand J. Pourtant, qu'est-ce qu'on y met derrière? Qu'est-ce qui est différent chez les jeunes et qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bonjour Jasmine, bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors effectivement, on parle souvent de la question générationnelle. Et Jérémy, tu as pu effectivement échanger sur des résultats assez passionnants. Et on oppose souvent les jeunes générations, les générations Z et les millennials, aux générations boomers ou quasi-boomers. Pardon? Tu peux ah oui. Hop, vous m'entendez mieux là? Parfait. Merci. Non, alors, donc simplement, je disais, comme Jérémy l'a présenté, on parle très souvent de la question générationnelle. Et on oppose les générations Z et les générations millennials aux boomers. Voilà. Et on entend partout qu'il faut se préparer aux nouvelles générations. Et en particulier, il faudrait que les entreprises puissent commencer à comprendre les besoins et les désirs des jeunes générations. La réalité, c'est qu'en fait, d'ici 2025, ces entre guillemets jeunes générations, elles vont représenter plus de la moitié des actifs en France. Et c'est déjà plus de 65% des actifs dans les pays en développement. Donc en fait, il ne faut pas s'y préparer, il faudrait simplement qu'on commence à appréhender leurs besoins et accélérer dans l'écoute de ce qui les anime. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le mythe répété qu'il y aurait des attentes communes sur l'ensemble en fait, des jeunes. Et là, en fait, grâce à l'étude qu'on a pu mener auprès de 20 000 collaborateurs dans en fait, une dizaine de pays qui représentent 65% du PIB mondial, à la fois des pays développés, France, Allemagne, Italie, Japon, également des pays en développement, depuis la Chine au Brésil en passant par l'Inde et le Nigeria. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un set d'attentes, mais qu'il y avait plusieurs groupes d'attentes différents. Et donc qu'il fallait quelque part, un peu comme en entreprise, quand on est amené à développer des nouveaux produits, on va s'intéresser aux attentes et aux désirs de nos consommateurs et on va faire des différents segments de clients et on va essayer de définir nos produits par rapport à leurs besoins. On s'est dit, pourquoi en fait on ne partirait pas de là? Et on va essayer de regarder quelles sont les différentes attentes de nos collaborateurs. Voilà. Et donc, grâce à ça, finalement, ça nous a permis de définir différents groupes
de ces collaborateurs. Et on en définit 6 groupes. 6 groupes de collaborateurs. Si, en fait, dans le langage un peu moderne, on les appellerait des personas ou des archétypes. Le premier, ce sont les opérateurs. Les opérateurs représentent à peu près 27% des actifs en France. Ce sont celles et ceux qui, finalement, s'accomplissent essentiellement en dehors du travail, par leur hobby, par leur famille, par leur religion, par le cadre associatif et tout ce qu'ils peuvent faire, finalement, en dehors du travail. Le deuxième groupe, ce sont des givers, ceux qui, en fait, s'accomplissent en donnant aux autres, dans des activités d'éducation ou humanitaires. Ça va être à peu près 16% des actifs. Le troisième groupe, ça va être les artisans. Les artisans, c'est 20% des actifs. Ce sont celles et ceux qui s'accomplissent dans la maîtrise de leur art. Ça peut être un art manuel, ça peut être un art intellectuel, ça peut être un art artistique. Le quatrième groupe, ce sont les explorers. Les explorers, c'est 11% des actifs. Ce sont celles et ceux en fait, qui valorisent les expériences variées, qui aiment en fait changer de projet, changer de métier, changer de région, changer d'entreprise. Le cinquième groupe, c'est à peu près 19% des actifs. Alors c'est un terme, excusez-moi pour les anglicismes, mais j'ai eu du mal en fait à trouver la traduction française. Ce sont ceux qu'on appelle les strivers. Ce sont en fait ceux qui sont, en fait, c'est des profils assez classiques, très investis dans leur travail. Le gagner plus en travaillant plus, comme Jérémy disait, c'est aujourd'hui 19% des actifs. Et finalement, le dernier groupe, ce sont les pionniers. 7% des actifs en France et dans les pays développés, c'est près du double dans les pays en développement. Ce sont ceux et celles qui ont pour objectif de changer le monde. Vaste panorama. Voilà, tout à fait. Et donc, par rapport à ça, si on regarde comment en fait, on peut mettre en perspective ces groupes par rapport à la question adhérer ou bifurquer. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que finalement, les profils opérateurs, artisans et strivers sont plus celles et ceux qui vont donner du sens dans leur propre vie et finalement dans leur raison d'être en travaillant selon un corpus de règles qui est le corpus de règles en fait, de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Et puis, les profils exploreurs et pionniers, et je dirais un peu entre les deux, les profils givers, ce sont ceux qui sont plus enclins à remettre en cause les règles établies pour définir leurs propres règles. Voilà, donc c'est à peu près la façon dont on mettrait ça. Et juste, enfin, si j'ai encore une petite minute, simplement pour vous dire, par rapport à ça, le rôle de l'entreprise. Le rôle de l'entreprise, en fait, c'est pas simplement, l'entreprise n'est pas un acteur économique qui est là uniquement pour faire des résultats au-dessus du coût du capital. On a passé ça, on est plutôt vraiment dans une logique de capitalisme des parties prenantes. L'entreprise, au-delà simplement de l'État et du politique, l'entreprise a un rôle fondamental pour être un liant à la fois pour ceux qui adhèrent et ceux qui bifurquent. Et je donnerai un exemple pour ceux qui bifurquent. L'entreprise, elle est aussi là et pas simplement pour les entreprises à mission, pour aider le monde associatif, pour aider à l'entrepreneuriat et pour accompagner ceux qui veulent bifurquer. Merci John, merci Jérémy pour ce beau panorama d'introduction. En tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il y a plein de leviers, en fait, plein de facettes de l'engagement, plein de adhérer ou bifurquer. En fait, on est dans des leviers beaucoup plus diversifiés. Ça peut être combattre, déserter, prêcher, convertir, amplifier, réunir, s'engager ou non. Adhérer ou bifurquer, semble-t-il, ne suffiront pas. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer un peu cette palette de leviers, avec du coup en 3 temps, donc avec 2 matchs que j'appelle, donc où on opposera, ou opposer peut-être pas, mais Anne-Fleur et Andrel, que déjà je peux commencer à inviter à me rejoindre sur scène. Ensuite, on enchaînera avec une petite table ronde très rapide, mais avec Éléonore, Sacha, Claire, Hélène, Louise et Marion, pour éclairer toutes ces palettes de l'engagement, et on clôturera avec l'œil de ceux qui ont le pouvoir, humblement avec Eric et Mélina. Ça sera un petit peu le voyage que je vous propose aujourd'hui, dense, riche, mais qui vont nous permettre un petit peu de voir toutes les facettes du sujet. Merci John, merci Jérémy, merci. Et puis bienvenue à Andrel et à Anne-Fleur. Je vous invite à les applaudir pour la réussite. On voit qu'on se bloque un petit peu à un problème de définition, et le débat semblerait s'est cristallisé au moment des prises de parole dans les écoles, notamment les vôtres, Anne-Fleur à d'HEC et puis Andrel à Polytechnique. Donc vous étiez aux prémices de ces engagements-là. Donc vous nous sembliez les personnes parfaites pour introduire ce sujet et nous parler d'adhérer ou bifurquer pour commencer à poser une première définition. Du coup, je vais peut-être commencer par ça. Adhérer ou bifurquer, ça veut dire quoi pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Anne-Fleur, si tu veux commencer.
Bonjour à tous. Je pense que si on prend la manière dont ça a été pris dans les médias, dont on a cherché notamment à opposer le discours des agros et mon discours à HEC quand les deux sont sortis, c'est est-ce que on choisit, comme tu le disais très bien Jasmine, est-ce qu'on choisit d'aller élever des chèvres dans le Larzac ou est-ce qu'on choisit d'aller en entreprise, et c'est ça, adhérer au bifurqué. Et en fait, moi ça m'a très vite perturbée comme analyse de ce qui avait été dit à la fois par l'agro et à la fois par moi, c'est-à-dire que je trouve que c'est pas du tout la manière dont il faut l'interpréter, et c'est justement chercher à opposer sur la forme plutôt qu'à voir à quel point on est d'accord sur le fond et sur ce vers quoi on a envie de faire tendre notre monde. À partir du moment où on a le même objectif, qui est de faire entrer toute l'économie, toute la société dans une transition pour qu'elle revienne dans le cadre des limites planétaires, en fait, les armes qu'on utilise pour le faire, enfin, c'est pas que c'est négligeable, mais en fait, on s'en fout, quoi. Enfin, chacun trouve ses armes là où il peut les trouver, et ensuite, tant qu'on a le même objectif, c'est ça qui compte. Tant qu'on est actif, c'est ça qui compte. Donc, je pense qu'on peut résumer en disant qu'il y a adhérer ou bifurquer si on veut, et que c'est différents moyens d'agir, c'est différentes armes, mais que, en fait, c'est sûr que ce qu'il faut faire, c'est bifurquer. Parce que c'est sûr que ce qu'il faut faire, c'est faire changer la société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, si on considère que bifurquer, c'est ça. Adhérer, ce serait adhérer à ce qui est fait aujourd'hui, et ça, c'est plus possible. Physiquement, c'est plus possible. Andrel, qu'est-ce que tu en penses? Je suis assez d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, on est face à un énorme défi, le défi de la transition écologique, transformation écologique même, et qui va requérir une vraie révolution dans nos manières de produire, dans nos manières de travailler en entreprise, et dans nos manières de vivre, dans nos manières d'habiter. Et cette transformation est tellement radicale qu'il va falloir faire évoluer de l'intérieur les structures qui existent aujourd'hui pour les rendre compatibles, mettons, avec un monde à 2 degrés, si on prend l'exemple climatique. Mais en même temps, cette révolution est tellement intense qu'il va falloir aussi qu'il y ait des personnes qui, de manière beaucoup plus agile, beaucoup plus souple, créent des nouvelles manières de faire, inventent des nouvelles manières de produire, des nouvelles manières de vivre et d'habiter. Et les deux sont absolument nécessaires, et ça c'est quelque chose qu'on a veillé à rappeler pendant notre discours à l'école polytechnique, lors de notre remise des diplômes. Nous avons dit que c'est important qu'il y ait des personnes qui fassent de l'associatif, c'est important qu'il y ait des personnes qui créent des startups, c'est important qu'il y ait des personnes qui aillent dans des grands groupes pour essayer de voir les marges de manœuvre dont nous pourrons disposer, important qu'il y ait des personnes qui, comme moi, rejoignent la sphère publique, et c'est important qu'il y ait des personnes qui fassent de la recherche aussi, de la recherche fondamentale et aussi de la recherche appliquée, évidemment. Donc toute cette palette d'outils, et elle est absolument essentielle pour cette transformation écologique. Donc pour moi, c'est un peu ça la réponse. En l'occurrence, je ne vais pas vous étiqueter avec ces discours. Vous avez d'autres casquettes dans vos vies, notamment vos vies actives, comme on essaye de se poser la question de comment donner du sens à sa vie. Le travail en fait grandement partie. Anne-Fleur, tu es consultante senior climat chez Deloitte. Andrel, tu es ingénieure du corps des mines et tu es aussi membre du Réveil écologique. Vous, comment vous donnez du sens à vos vies? Comment est-ce que ce que vous venez de me partager, comment ça fait écho dans vos quotidiens? Andrel, si tu veux nous raconter un petit peu ce que tu fais. Très bien. Donc effectivement, j'ai un peu 2 casquettes. Moi, on me définit par mon métier, et toi, non. J'ai un peu 2 casquettes. D'une part, je suis un membre actif du collectif Pour un réveil écologique. Donc c'est un collectif très actif qui a été fondé il y a déjà quelques années à la suite d'un manifeste qu'on avait écrit dans lequel on expliquait essentiellement qu'on était prêt à sortir de nos zones de confort et à ne pas aller travailler pour des entreprises qui ne mettraient pas l'environnement au cœur de leur stratégie. Donc aujourd'hui, il y a près d'une 50aine de membres actifs et on travaille pour porter la voix des jeunes auprès des grandes entreprises, en expliquant que si elles veulent continuer à recruter, à rester attractives, il va falloir qu'elles se saisissent pleinement des enjeux écologiques, porter la voix des jeunes auprès des organismes publics pour les inciter à, tout autant pour des questions de recrutement que d'attente sociétale, se saisir de cet enjeu et typiquement former les fonctionnaires aux enjeux écologiques ou encore mettre en œuvre des politiques publiques qui soient à la hauteur des enjeux, porter la voix des jeunes auprès des établissements de l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est une vraie manière de donner du sens pour moi. Et en parallèle, en tant que fonctionnaire, donc je suis rattaché à un corps qui s'appelle le corps des mines, qui est auprès du ministère de l'économie à Bercy. Et donc je travaille au quotidien pour essayer de verdir les politiques de développement économique et faire en sorte d'y intégrer pleinement les enjeux de décarbonation, notamment en lien avec l'industrie, et plus largement de biodiversité et d'épuisement des ressources. Anne-Fleur, et toi?
Moi, par l'engagement personnel, je suis militante dans des associations, dans Extinction Rebellion notamment, et dans ce genre d'événements, puisque maintenant on me sollicite pour ce genre de trucs, donc je considère que ça fait partie des actions militantes de savoir parler à des gens pour essayer de les convaincre. Et ensuite, dans mon cadre professionnel, moi je travaille principalement avec des institutions financières sur la manière dont elles vont intégrer les enjeux climatiques, les enjeux de biodiversité, les limites planétaires de manière générale. Et moi, c'est quelque chose que je fais parce que je trouve que ça a énormément d'impact. On me demande souvent si je considère que c'est pas du greenwashing de travailler chez Deloitte. En l'occurrence, pas du tout, parce que je sais ce que je fais et que, en fait, intégrer dans les critères de choix d'un investisseur des critères sur la maturité climatique de l'entreprise, travailler avec un investisseur sur comment est-ce qu'il agit en tant qu'actionnaire une fois qu'il a une entreprise, pour faire en sorte que des feuilles de route climat soient développées, etc. Travailler avec une banque sur comment est-ce qu'elle accorde des crédits à des PME en fonction aussi de la maturité climatique de cette entreprise. Pour moi, c'est que des trucs où on rentre dans le cœur des processus, dans le cœur de la machine, de comment ça marche, et on met les mains dedans et on montre concrètement comment ça marche. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de choisir sur ah oui, moi qui travaille chez Deloitte, du coup j'adhère, voilà, je travaille dans une grande entreprise. Non, en fait, pas du tout. Enfin, moi, la manière dont je considère ça, c'est je suis agent infiltré d'idées de transition radicale au sein de COMEX. Et en fait, pour moi, c'est ça qui est hyper important, c'est de dire on ne peut pas se permettre d'être dans la demi-mesure. On ne peut pas se permettre d'être dans le compromis. Donc plus on aura des gens engagés qui parleront à des comités de direction, plus le niveau d'engagement il sera tiré vers le haut. Et on en parlait avec André un peu plus tôt, la réglementation aujourd'hui dans le secteur financier, c'est celui que je connais le mieux, tire beaucoup les acteurs vers le haut. Les acteurs, ils sont là, ah ouais, ça c'est le niveau réglementaire, c'est déjà hyper élevé. Et en fait, il faut continuer à dire, non, en fait, ça c'est le niveau minimum. Et donc si aujourd'hui vous faites moins que ce niveau minimum, le niveau maximum il est là, et en fait aller chercher des idées de comment est-ce qu'on peut faire encore plus, comment est-ce qu'on mesure l'impact biodiversité d'une banque. Aujourd'hui on ne sait pas. Et c'est là où je rejoins complètement entre elles sur il faut des gens qui se plongent là-dedans, y réfléchissent, définissent comment, trouvent les outils, et pour inventer la manière dont notre société va fonctionner demain. Merci. En l'occurrence, tu as beaucoup utilisé le mot arme, donc c'est cette palette de leviers qu'on a à disposition. Et en préparant cette plénière, vous m'avez beaucoup parlé tous les deux de responsabilité, de notre responsabilité individuelle. Et dans la question du sens, il y a soi, mais il y a aussi soi avec les autres, avec le monde. En l'occurrence, je suis curieuse de vous entendre et que vous partagiez à la salle en quoi vous vous sentez responsable et comment vous faites le choix de ces armes. Anne-Fleur, je te propose de commencer comme c'est ton terme. Comment est-ce que, en effet, on arrête le « ou », c'est pas adhérer ou bifurquer, c'est peut-être les deux, ou ça peut peut-être que bifurquer en fonction des définitions. Comment est-ce que tu vis cette responsabilité? Pourquoi ces armes-là? Et quel est ton regard aussi sur les autres qui font d'autres choix? Comme tu dis, on fait tous partie d'un tout, et donc la question c'est selon notre place aujourd'hui dans la société, selon qui on est, ce qu'on a fait avant, nos compétences, notre métier aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc on a tous une palette d'armes à disposition. Donc par exemple pour nous, notre diplôme de grande école, la voie qu'on peut avoir en étant diplômé de Polytechnique, diplômé d'HEC, c'est une arme. Et c'est une arme qu'on a choisi d'utiliser dans le cadre des discours. Il y a une plateforme, on a choisi de l'utiliser dans ce cadre-là. Aujourd'hui, moi, le fait que j'ai fait ça, que je puisse avoir accès à ce métier, je considère que c'est une arme. Mon cerveau, le métier que je peux avoir, etc., c'est une arme que je cherche à appliquer. Sauf que derrière, par exemple, on peut tous être militants. Ça, c'est une autre arme. On peut tous aller manifester. Moi, à titre personnel, j'avais jamais fait de discours devant 5000 personnes avant juin dernier. En fait, on m'en a parlé depuis en disant « mais tu te rends pas compte, quand tu parles, les gens t'écoutent, faut que tu fasses quelque chose de ça. » Ça, c'est une nouvelle arme. Et savoir ensuite ce qu'on en fait, ça par contre, c'est une autre question. Parce que pour revenir sur d'ailleurs les premiers intervenants, il y a quand même une notion où plus on est heureux dans notre mode d'action, plus ce sera efficace. Et donc, il y a bien sûr une notion de responsabilité quand on est diplômé de grande école parce qu'on est actif en entreprise et on a un pouvoir énorme et donc de grandes responsabilités. Mais en revanche, on n'a pas une obligation absolue d'utiliser toutes les armes qu'on a à disposition tout le temps.
Parce qu'en fait, il y a aussi des choix de pouvoir être heureux dans nos modes d'action. Et en fait, si moi, aujourd'hui, je me dis, bah non, j'ai pas envie d'utiliser cette arme pour l'instant, j'ai envie de faire autre chose, et si à un autre moment plus tard, j'en ai marre de faire mon métier, j'ai envie de rentrer, de devenir militante, hyper active, bah en fait, je ferai ça à un autre moment. La notion de choisir ses armes selon celles qu'on a à disposition à différents moments de sa vie, elle est hyper importante. Encore une fois, c'est toujours la question de, tant qu'on a le même objectif, qui est d'entrer dans la transition de la société et de l'économie avec suffisamment de radicalité. Merci. Andrel, comment tu sens, toi, cette responsabilité? Est-ce que ce que dit Anne-Fleur fait écho pour toi? Oui, carrément, je suis très d'accord avec ce que tu viens de dire, et j'aimerais peut-être insister sur la complémentarité de ces armes que tu as décrites. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de la fenêtre d'Overton. C'est une allégorie qui vise à décrire ce qui est acceptable à un moment donné dans la société, en termes de discours, en termes d'action. Et cette fenêtre d'Overton, du fait que des personnes avec Extinction Rébellion, par exemple, bloquent les rues de Paris, que des personnes, pendant Roland-Garros, vont venir s'accrocher au filet, que des personnes vont, dans un musée, balancer de la sauce tomate sur un Van Gogh, ce sont des actions qui viennent décaler la fenêtre d'Overton et rendre acceptables des choses qui auparavant ne l'étaient pas, en définissant la nouvelle mesure de ce qu'est la radicalité. Et aujourd'hui, si en tant que haut fonctionnaire, j'ai la capacité à contribuer à une formation à la transition écologique très ambitieuse pour les 25 000 cadres dirigeants de l'État, c'est aussi parce qu'il y a des personnes qui ont décalé cette fenêtre d'Overton, parce que ça aurait été totalement impensable il y a 3 ans. Si aujourd'hui, il y a un plan de sobriété énergétique très ambitieux aussi pour l'ensemble des administrations publiques, avec par exemple, chose dont on parle depuis des années dans nos petits cercles, mais qui n'était pas du tout mainstream, consistant à dire qu'on va mettre la température de consigne des bâtiments à 19 degrés, et oui, ça impliquera peut-être de mettre un pull au bureau, voire une écharpe, mais c'est comme ça. Si tout ça c'est acceptable aujourd'hui, c'est aussi parce que des personnes ont choisi des voies beaucoup plus radicales. Et donc cette complémentarité des outils, moi, il me semble absolument clé. Donc en tant que diplômé d'une grande école, en tant que haut fonctionnaire, j'ai eu l'opportunité d'avoir des responsabilités dans le système, mais c'est très bien qu'il y ait d'autres personnes qui permettent de rendre acceptable à mon niveau des choses qui auparavant ne l'étaient pas. Peut-être pour donner un petit exemple de ça hyper concret, dernière rénovation, tout ce qu'ils demandent, c'est plus d'argent pour la rénovation des bâtiments, on le sait. En fait, ce moyen d'action-là par le militantisme, par ailleurs, moi, littéralement, dans mon taf, j'ai une mission où je bossais pour un investisseur en immobilier, où on a regardé tous leurs immeubles, quel devait être leur plan de décarbonation, quelles étaient les rénovations prévues. On a vu qu'elles n'étaient pas suffisantes. Du coup, on leur a dit, OK, pour atteindre la courbe, voilà toutes les rénovations supplémentaires qu'il faudra faire. Et à la fin, c'est tous ces millions de rénovations supplémentaires qui ont été signées. Ça, c'est des moyens d'action complémentaires où une consultante comme moi qui fait des slides utilise tous les arguments également utilisés par Dernière Rénovation pour avoir le même objectif qui est celui-là. Donc là aussi, chacun trouve ses armes dans le même objectif. Et c'est exactement ce que tu dis sur la complémentarité. Merci à tous les deux. J'aurais envie de vous avoir ici 1h30. Malheureusement, on va laisser la place à nos autres intervenants. Juste pour un mot de conclusion, si vous aviez un mot, puisqu'on est quand même à l'UNESCO, donc c'est pas anodin sur la question du futur et de la jeunesse, si vous avez un mot à faire passer à la génération à venir, pas celle que nous sommes, on a bien compris notre rôle à nous, mais pour la suivante, qu'est-ce que ce serait, Andrel? Agir partout. Top. Anne-Fleur? Moi, je pense que c'est oser, dans le sens, ça paraît assez bateau, mais dans le sens prendre conscience qu'on a tous du pouvoir, qu'on a tous une voix. On en parlait littéralement il y a 5 minutes sur quelqu'un qui a décidé de devenir employé chez Leroy Merlin alors qu'elle avait fait des grandes études et tout pour faire bifurquer les clients. Et en fait, tout le monde peut, mais non mais c'est vrai, tout le monde peut. Alors osons. Merci à tous les deux, je vous prie de les applaudir. Et j'invite sur scène Hélène, Marion, Louise, Claire, Marion, Sacha et Éléonore. Donc une courte table ronde pour justement qualifier ces zones grises dont ils nous ont parlé, toutes ces armes, tous ces leviers, pour adresser le sujet, incarner toute la palette de l'engagement. Je vous invite à vous installer avec moi et on va du coup décortiquer ensemble ce sujet.
Vous êtes nombreux, peut-être déjà pour faire connaissance. On va commencer par vous présenter. Donc déjà, Hélène, du coup, qui est à côté de moi, coproductrice de Rupture. Louise, c'est la cofondatrice de Zéro Mégot et puis plein d'autres choses. En tout cas, j'ai caricaturé, je vous donne une étiquette à chaque fois. Évidemment, ils vont nous montrer que c'est plus complexe que ça. Claire, tu es la présidente et la créatrice des Pépites Vertes. Marion, tu es la cofondatrice des collectifs. Sacha, qui est ici. Sacha, tu es fondateur du Relais Jeunes et membre de Dernière Rénovation dont nous parlait Anne Fleur. Et puis Éléonore, tu es responsable de la stratégie du développement chez Novo Nordisk. Peut-être déjà pour tous vous poser une question après ce que vous en a entendu, après cette première définition que nous ont proposée Anne Fleur et Andrel. Est-ce que vous pouvez nous raconter, vous, est-ce que vous adhérez au bifurqué, comment vous utilisez ces armes dont on a parlé? On est d'accord sur le pourquoi. Maintenant, vous commencez par quoi? Je vous propose de faire l'un après l'autre. Marion, si tu veux commencer. Bonjour à tous. Sur le bouton, voilà, c'est parfait. C'est bon là? Donc moi je représente ici donc, les collectifs, qui est un réseau qu'on a créé il y a 1 an et demi avec cette conviction forte qu'en fait on pouvait changer l'entreprise de l'intérieur. Et finalement c'est cette 3e voie dont on parle depuis le début de cette table ronde. Cette idée qu'en fait avait émergé de façon assez spontanée dans un certain nombre d'entreprises des collectifs, c'est-à-dire des groupes de collaborateurs qui ne travaillent pas forcément dans la RSE au sein de leur fonction et qui se sont réunis entre collègues au départ pour essayer, avec toujours cette idée de complémentarité et de faire ensemble, de faire changer leur entreprise. Alors au départ ça démarrait par des petites actions du quotidien. Et puis petit à petit, évidemment, l'ambition, c'est d'aller sur un changement de modèle d'affaires et donc de se placer comme un pour-pouvoir et pas comme un contre-pouvoir, et pour essayer d'infléchir le changement auprès des directions. Donc aujourd'hui, voilà, nous c'est vraiment ce qu'on défend par rapport à cette question-là. On est un réseau qui représente, il y a plus de 200 entreprises, il y a presque 2/3 des grandes entreprises du CAC 40. C'est un réseau de plusieurs dizaines de milliers aujourd'hui de collaborateurs dans les entreprises. Et donc voilà, la manière de répondre à la question. Merci Sacha. Il faut appuyer sur le petit bouton pour qu'on t'entende. Est-ce que ça marche? Ouais. C'est quoi, je me présente rapidement, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis comment toi tu t'engages en fait? Tu commences par quoi dans tout cet immense combat qui nous anime tous? Moi du coup je m'appelle Sacha. Là c'est mieux ou pas? Ok, bon, je me colle vraiment au micro alors, super. N'hésitez pas à nous rappeler à l'ordre. Je ne bouge pas. Ouais, du coup, je m'appelle Sacha. Je pense que j'étais aujourd'hui invité avec ma casquette d'activisme environnemental. Je fais de l'activisme de désobéissance civile non violente. J'ai travaillé pour plusieurs associations depuis 10 ans, notamment Sea Shepherd, donc des associations de confrontation directe. Et là, je soutiens et je suis investi à plein temps pour la campagne Dernière Rénovation, dont Anne Fleur a parlé, et qui milite. En fait, on fait de la désobéissance civile non violente pour vraiment mettre la pression sur le gouvernement pour obtenir un plan de rénovation thermique des bâtiments sérieux d'ici 2040. Et moi, j'ai bifurqué j'étais étudiant dans une grande école à Sciences Po. J'ai quitté mes études parce que j'ai réalisé qu'on me racontait que des conneries, qu'on m'enseignait n'importe quoi, qu'on ne me parlait pas une fois de vraie transition, de décroissance. Enfin, j'ai l'impression qu'on m'enseignait le vieux monde par des vieux mâles blancs qui me racontaient un petit peu le monde d'avant. Et moi, je ne me suis pas reconnu dans ça. Et aujourd'hui, là, j'ai l'impression qu'on a déjà beaucoup parlé. Je ressens un peu de colère, en fait, parce que j'ai l'impression qu'on a déjà beaucoup parlé de adhérer au bifurqué, sans jamais parler vraiment du contexte. Et je veux dire, on n'a pas très bien défini ce que c'est adhérer au bifurqué. Quand on parle de crise existentielle ou de suicide collectif de l'humanité, quand le rapport du GIEC nous dit on a 2 ou 3 ans, j'aimerais qu'on recontextualise aussi un petit peu ce que ça veut dire. Et moi, en tout cas, à titre personnel, je ressens qu'il n'y a pas d'autre option plus efficace que de rentrer en résistance civile pour pouvoir vraiment m'engager et être aligné avec mes valeurs. Voilà. Merci Claire. Proche du micro pour qu'on t'entende bien. Bonjour, vous m'entendez? Je suis Claire, j'ai créé les Pépites Vertes en entendant cette colère et cette envie d'action de la part de beaucoup de jeunes étudiants et étudiantes et aussi de jeunes professionnels qui, au sein de leur structure, que ce soit dans des ONG, des associations, dans le service public, dans des grands groupes, dans des startups, dans des TPE, portent le changement en interne mais ne sont pas encore, comme tu le disais, formés, outillés, connectés en réseau pour pouvoir impulser le changement avec leurs managers et leurs décideurs.
Donc les pépites vertes, c'est 2 activités. D'une part, du média pour montrer que c'est possible et qu'il y a des voies pour s'engager, notamment grâce à son travail. Mais c'est aussi des programmes d'accompagnement pour donner les outils, former sur les compétences, les connaissances et surtout, plus que tout, mettre en réseau, parce que je pense qu'un des sujets pour permettre de bien bifurquer ensemble, c'est de ne pas le faire tout seul et de toujours pouvoir compter sur des pairs pour pouvoir partager ce qu'on ressent, mais aussi partager nos bonnes pratiques et nos conseils. Donc aujourd'hui, les Pépites Vertes, c'est un réseau de plus de 200 jeunes professionnels de la transition écologique dans toute la France. Et donc, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus juste après. Merci Hélène. Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Donc enchantée, moi je m'appelle Hélène, je suis une bifurqueuse. En fait, j'ai fait une école de commerce et après ça j'ai travaillé 2 ans dans la grande distribution. Je travaillais dans une entreprise qui produit beaucoup de produits d'hygiène et de beauté et de parfumerie, comme des shampoings, des lessives ou des dentifrices par exemple. Et en fait, j'ai essayé de transformer un peu mon entreprise de l'intérieur. Notamment, j'ai commencé en étant commerciale à Nantes. Et en fait, moi, j'avais comme projet, en rentrant dans cette entreprise, de les faire passer à la lessive en vrac. C'est une entreprise qui a réussi à faire passer le taux d'utilisation des brosses à dents électriques de 0 à 50% en France en moins de 10 ans. Donc je me disais que c'était aussi une entreprise qui potentiellement serait capable de faire passer les consommateurs à l'utilisation de la lessive en vrac. Et donc j'ai essayé de porter ce projet-là. Je l'ai un peu porté toute seule parce que j'étais isolée, j'étais seule à Nantes, j'essayais de faire des dossiers avec mes magasins qui mettaient déjà en place des fonctionnements de lessive en vrac. Et au bout de quelques mois, en fait, ce projet-là, il a été porté au niveau du siège européen. Et j'ai été appelée par mon responsable Europe qui m'a dit Hélène, merci pour ce travail super sur la lessive en vrac, on a beaucoup d'informations, c'est top, mais on ne va pas le mettre en place. Pourquoi? Parce que le consommateur n'est pas prêt. Et en fait, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais on me prend pour une idiote parce que c'est une entreprise qui est capable, qui a un budget dans les médias qui est considérable, qui est capable de faire changer les consommateurs. Et on me dit que le consommateur n'est pas prêt. Et j'ai eu l'impression à ce moment-là de ne pas être écoutée. J'ai eu l'impression qu'on me prenait pour une idiote, alors j'ai démissionné. Et avec du recul, je pense que si j'avais eu un collectif en interne qui m'avait peut-être accompagnée dans ce projet-là, on aurait pu mettre en place ce projet-là. Donc depuis que j'ai démissionné, j'ai coproduit un documentaire qui s'appelle Rupture et qui justement suit les parcours de jeunes qui changent de cap face à l'urgence écologique et sociale. Ça fait 1 an que le film est sorti et qu'on le diffuse avec Arthur, donc le réalisateur, dans les universités et les grandes écoles principalement. Donc on est allé dans plus de 100 universités et grandes écoles pour aussi discuter avec les étudiants de ce phénomène-là, montrer qu'une autre voie est possible et discuter aussi avec les responsables pédagogiques pour aider à transformer les programmes, ce qui est selon moi une clé de voûte de la transformation des entreprises. Merci Louise. Bonjour à tous, donc moi c'est Louise. Mon parcours à moi a été de créer mon association en parallèle de mes études. Je suis étudiante en master à la Sorbonne, en alternance. Je travaille pour Paris 2024 au comité d'organisation des prochains Jeux Olympiques. Et en parallèle de tout ça, il y a 3 ans, à 19 ans, j'ai créé Zéro Mégot avec des amis, qui est une association pour sensibiliser à la pollution des mégots de cigarettes et plus globalement à la pollution de l'eau. Donc en tant que nageuse, on se rendait compte que notre terrain de jeu, l'eau vive, était de plus en plus polluée. On s'est dit comment est-ce qu'on peut essayer de sensibiliser les gens à cette problématique. Et donc on mène des éco-aventures à la nage. Donc on a par exemple descendu la Seine à la nage l'année dernière pendant 400 km pour retracer un petit peu le parcours d'un mégot qui serait tombé à Paris et qui rejoindrait du coup la mer. Et puis on sensibilise les gens autour de ça. On a également monté un documentaire qu'on diffuse dans les écoles. Et donc j'ai essayé de bifurquer via cette création d'association pour donner un petit peu de sens à mon parcours. Merci. Et pour finir, Éléonore. Bonjour à tous, Éléonore, j'ai 33 ans. J'ai un parcours en finance d'entreprise. Il y a 4 ans, j'ai rejoint Novo Nordisk. Novo Nordisk, c'est une entreprise de santé danoise qui aura bientôt 100 ans, qui est détenue par une fondation. Et j'ai intégré cette entreprise en contrôle de gestion. Il y a quelques mois, j'ai eu une opportunité de développement en interne. Je voulais continuer à évoluer chez Novo Nordisk, étant donné que c'est une entreprise dont je suis fière pour notamment ses valeurs, ses engagements sociaux et environnementaux. Et aujourd'hui, j'ai 2 casquettes. Donc, je suis en charge de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale, et je suis chef de cabinet de la direction générale. J'ai donc bifurqué grâce à cette opportunité et chaque jour, ma conscience écologique grandit davantage
Et mon combat, alors concrètement, c'est dans une filiale commerciale de 300 personnes, de mettre en place la stratégie environnementale pour notamment décarboner toutes nos activités d'ici 2030. Et puis celle de tes fournisseurs, comme tu me l'as expliqué. Je pense qu'il y a en effet un gros problème de définition et comme nous l'invite Sacha, je pense de reposer le sujet. En fait, il faut savoir de quoi on parle et je pense adhérer au bifurqué, c'est déjà de se remettre à la page. En fait, c'est quoi le contexte, c'est quoi cette crise, ce combat vertigineux dans lequel on s'avance. Il faut d'abord nous informer, nous donner les clés, nous former et peut-être se préserver en chemin pour pas tomber trop bas, trop vite. Sacha, je te laisse réagir comme tu nous as invités à nous reposer cette question. En fait, cette envie, cet élan pour ensuite creuser, on se forme. En fait, je sais que tu l'as fait avec beaucoup de jeunes, où vous avez accompagné, tu as traversé la France pour le faire. Comment est-ce que tu passes à cette information et comment tu le fais de manière saine, de manière éclairée pour pas tomber trop bas, en tout cas pour savoir de quoi on parle et ensuite se mettre en action? Est-ce que ça marche maintenant? Oui. Voilà. Franchement, enfin, on est en 2022, donc en fait, l'information, elle est partout. Si jamais on veut être un petit peu au courant, il y a 50 milliards de pages à suivre, de formations. Moi, je recommande la fresque du climat parce que j'en fais partie et que c'est un atelier pédagogique extrêmement cohérent, extrêmement puissant pour vraiment comprendre dans sa chair l'ampleur du désastre dont on parle. Et ensuite, en effet, le relais jeune, on a fait une grande marche sur 4000 km, on a traversé la France pendant 4 mois à pied et à vélo pendant les présidentielles pour aussi aller rencontrer justement les gens qui avaient bifurqué, mais aussi les gens qui étaient déjà rentrés en résistance sur plein de thématiques différentes, sur les pollutions industrielles, sur les thématiques de l'agriculture intensive, etc., etc. Et j'ai observé déjà une montée en compétences chez moi personnellement et une envie de radicalité en fait en réalisant le nombre d'injustices, parce que là c'est bien, on est tous, on se regarde, on parle, c'est chouette, mais quand on est allé à Fos-sur-Mer, deuxième zone la plus polluée industriellement en France, quand on a rencontré des gens sur le terrain qui souffrent en fait déjà non seulement du réchauffement climatique, mais d'un modèle industriel dégueulasse, ça m'a donné vraiment envie en fait d'agir plus concrètement et de prendre conscience qu'en fait c'est pas dans 20 ans, c'est pas dans 30 ans, là on parle de 2, 3, 5 ans avant d'arriver à des points de bascule. En effet, moi j'avais le chemin tout tracé pour aller rentrer dans une grande entreprise. Mais j'ai réalisé que c'était pas assez rapide, qu'on n'en était plus là. C'était le travail de la génération de mes parents, peut-être de mes grands-parents, ils l'ont fait non. Bon tant pis, et maintenant il y a d'autres choses à faire. Et ce que j'ai pu observer, c'est quand même chez ces centaines de jeunes qui sont venus nous rejoindre sur cette grande épopée du relais jeune, beaucoup de tristesse, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'anxiété, mais beaucoup de joie aussi en fait dans le fait de relever un petit peu, d'enlever les œillères, d'être vrai, de plus se mentir à soi-même, et beaucoup de joie de rentrer dans un collectif et de partager ses convictions, en fait cette compréhension et aussi l'envie de changement et l'envie de radicalité avec d'autres. Et je pense que la solitude tue vachement les activistes, donc c'était vachement beau à voir. Marion, je te passe le relais pour nous expliquer cette volonté de s'agréger, en effet, pour mener ce combat ensemble. Et vous l'avez tous un peu évoqué, vous le faites tous par vos activités. En entreprise, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'importance de ces collectifs pour mener ces sujets? En effet, le constat de départ était celui que Sacha a vu sur le terrain, qui était aussi le même en entreprise, c'est-à-dire des personnes qui, seules, n'arrivaient pas à faire bouger les choses, qui, seules, finalement, commençaient à perdre pied et avaient envie de tout envoyer balader. Alors qu'on sait que l'impact aujourd'hui des entreprises, si elles se mettent au mouvement au bon niveau de la responsabilité qu'elles ont, peuvent justement être ce tipping point et ce point de bascule. Et donc, fort de ça, l'idée de ce collectif, c'est exactement de se dire que les collaborateurs étaient un angle mort dans les leviers qu'on avait pour le changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les agences de notation externes qui font bouger les COMEX, on a les actionnaires, etc., d'autres parties prenantes extérieures, mais que finalement, les collaborateurs en interne qui connaissent la culture de l'entreprise, parce que je pense que c'est une des forces aussi, de connaître sa culture, de savoir comment adresser les sujets avec la singularité qu'a un modèle d'entreprise plutôt qu'un autre, et qui, en fait, finalement, des parties prenantes extérieures, des activistes extérieurs ne peuvent pas comprendre d'un tissu social, de code, d'histoire longue d'une entreprise. Et donc, de cet angle mort, de se dire que les collaborateurs avaient envie de s'engager,
On a vu tout à l'heure que dans le rapport Jean Jaurès, c'était souvent dans le hors-travail qu'on trouvait du sens. Nous, aujourd'hui, la conviction qu'on avait, qui était extrêmement forte au départ, c'était que ça allait permettre aux collaborateurs de réconcilier des convictions personnelles et finalement son quotidien au travail. Et en fait, on parlait tout à l'heure de tristesse, d'éco-anxiété, ça a redonné énormément de sens, de pouvoir réconcilier et pas être dans ce grand écart. L'autre moyen aussi d'apporter du sens, c'était de se mettre en mouvement. Et donc, dès le début, les collectifs en fait, choisissent des actions à mener. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment pas de passer des heures à philosopher, à imaginer comment on le fait, mais en fait, c'est qu'est-ce qu'on enclenche, comment on se met en mouvement, comment ensuite on pollinise, comment on va d'actions qui ont de plus en plus d'impact. Et en fait, cette mise en action, elle permet d'avoir des résultats, elle permet d'être fière, elle permet d'enclencher une dynamique qui soit positive, qui soit porteuse de changement. Donc ça, c'est un autre levier extrêmement important. Et puis, donc, connaître le tissu de l'intérieur de l'entreprise, donc la culture, ses spécificités, ses valeurs, se dire que c'est un angle mort, que c'est un enjeu extrêmement fort aujourd'hui de l'engagement collaborateur. Et on a parlé aussi dans le rapport Jean Jaurès de ce rapport au travail qui va changer, des problèmes qu'on pourrait avoir de recrutement, maintenir des gens impliqués, motivés. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un sujet RH aussi derrière extrêmement fort, de prendre vraiment en compte l'envie des collaborateurs de s'engager, leur laisser la place, leur laisser de l'espace, leur donner des moyens pour qu'ils puissent le faire. Donc c'est aussi ce safe space, cette zone de confiance, cette relation aussi qu'on peut avoir avec les directions pour être protégé, pour pouvoir... c'est toujours une ligne de crête en entreprise. Hein. C'est d'ailleurs beaucoup plus facile d'avoir une parole libre comme la Sacha en étant en externe, et on a besoin des deux. Mais aujourd'hui, quand on est en entreprise, c'est cette ligne de crête. On se positionne, je vous le disais, comme pour pouvoir, c'est-à-dire... essayer de faire bouger les choses tout en comprenant ce qui parfois peut bloquer. Si ça n'a pas passé d'une manière, essayer par une autre. Essayer toujours d'aller pousser un peu plus loin la fenêtre dont on parlait tout à l'heure. Ce qui est possible, le faire en interne, dans des espaces de confiance, ça c'est extrêmement important. Et puis finalement, on se rend compte que ça a une valeur très forte pour l'entreprise. C'est qu'en connaissant les codes, on arrive souvent à avoir un coup d'avance. C'est-à-dire qu'on est en avance de phase. Les entreprises qui aujourd'hui ont des collectifs permettent grâce à eux de capter ce qui paraîtra indispensable de faire peut-être 3 à 4 ans plus tard. Et aujourd'hui, tous les collectifs ont permis de mettre sur la table des sujets qui seraient arrivés, mais avec un temps en fait, qu'on n'a pas aujourd'hui. Sacha rappelait l'urgence, elle est là. Et en fait, capitaliser sur la force d'un collectif, c'est aussi se dire qu'on gagne du temps en capitalisant sur les personnes les plus engagées pour faire changer l'intérieur. Merci Marion. Peut-être, Éléonore, j'ai envie de te poser la question, comme tu fais partie de l'entreprise, si on va vraiment sur ton cas particulier, sur Novo Nordisk en l'occurrence, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se traduit? Je ne pense pas que vous ayez de collectif chez vous encore, mais justement, comment est-ce que toi tu mènes ce sujet? Oui, c'est quelque chose que je m'efforce à faire au quotidien. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai bifurqué grâce à mon entreprise et sa politique très ambitieuse, atteindre le net zéro en 2030. Et pour cela, je me rends compte qu'il est vraiment essentiel d'être sensibilisé, comme je l'ai été. Donc c'est ce que je m'efforce à faire, aussi bien dans ma sphère personnelle qu'au travail. J'ai récemment organisé une fresque du climat. T'en parlais, Sacha. Cette fresque du climat, je l'ai organisée pour notre comité de direction. C'est un atelier de sensibilisation qui permet de comprendre les causes et les conséquences du dérèglement climatique. C'est quelque chose d'essentiel en fait pour prendre conscience. Donc mon objectif maintenant va être de déployer cette fresque du climat pour l'ensemble des collaborateurs, former les collaborateurs sur la stratégie environnementale du groupe de la filiale et les sensibiliser à des notions comme celle du bilan carbone. Cet éveil des consciences, cette sensibilisation, elle est cruciale parce qu'elle permet de faire des petits pas. C'est-à-dire que chacun va consommer moins de viande, par exemple, on va utiliser moins d'eau sous la douche. Alors ça peut sembler anecdotique, mais ce sont des petits pas qui sont essentiels parce que ce sont des actions concrètes pour préserver notre planète. Et ça va aussi permettre d'aller plus loin dans un deuxième temps et d'entreprendre des actions plus drastiques. Voilà, je sais que je vais bientôt devoir demander à mes collaborateurs des efforts plus intenses. Pour certains, ça va vouloir dire changer leur mode de vie, notamment en termes de mobilité, étant donné que 2/3 des collaborateurs de mon entreprise sont sur le terrain. Merci Louis. Si on redescend du coup à l'échelle de l'étudiant, comme tu disais que vous allez dans les écoles, il me semble que c'est les collèges et les lycées.
Si on sort du sprint de l'entreprise, du coup que peut-être connaissent mieux notre audience, mais si on en vient à peut-être vos enfants, vos neveux, vos nièces, etc. Aujourd'hui, donc, tu as pris beaucoup la parole dans ces institutions. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cet écho, sur cette tristesse, sur cette anxiété, et comment est-ce que vous essayez de passer un message? On parlait de colère, mais on parlait aussi de joie. Et il faut de la joie, il faut tenir sur le long terme, il faut s'engager. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce qui se passe quand tu interviens dans les écoles? En effet, on est tous d'accord sur le pourquoi, et on est en 2022, on a du mal à ignorer qu'il n'y a pas un sujet. En tout cas, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez les plus jeunes? Et du coup, qu'est-ce qu'on peut inviter notre audience à faire pour les guider en fait sur cette montée en puissance? Donc, comme je l'avais dit juste avant, donc on a réalisé un documentaire à la suite de cette aventure. On s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire avec ce documentaire qui est un long métrage de 30 minutes qui retrace et notre engagement et notre aventure. On s'est dit que ce qui pouvait être chouette, c'était d'aller le diffuser donc dans les lycées, dans les collèges, mais également dans les écoles primaires, donc auprès des classes de CM1, CM2. Alors vous allez me dire, les CM1, CM2, ils ne fument pas, ils ne jettent pas leur mégot encore dans la Seine, du moins je l'espère. Mais en fait, on rencontre un public qui est un petit peu différent, un public qui est à l'écoute. Alors on leur parle de sujets un petit peu plus larges, de biodiversité, d'engagement. Et le message qu'on souhaite faire passer, c'est qu'on peut s'engager de la manière qu'on souhaite. On rencontre des jeunes de 8 ans qui sont sportifs, qui dessinent, qui font de la musique. Ils ont tous, on parlait d'armes tout à l'heure, ils ont tous une arme ramenée à leur âge, mais ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent utiliser ce qu'ils aiment faire pour s'engager. Ils savent qu'ils ont la force de mener un projet et qu'ils seront, je l'espère, accompagnés dans ce projet. Et c'est vrai que rencontrer ce public qui est un petit peu plus jeune nous permet d'adapter ces discours et aussi de parler plus globalement d'engagement et d'écouter les jeunes et les projets qu'ils ont aujourd'hui. Et je pense qu'ensuite, on voit toujours des enfants et on sait que quand ils voient quelque chose à l'école qui est un peu différent de leur quotidien, ils rentrent chez eux, ils en parlent à leurs parents et c'est aussi un bon relais pour nous pour parler des sujets qui nous tiennent à cœur. Merci. On a parlé un petit peu d'engagement individuel. Je crois que c'est Sacha qui me le rappelait dans notre préparation, que c'est que 30% de notre impact individuel. Donc il faut aller au-delà, il faut aller sur le système en fait. Hélène, tu as un petit peu navigué entre les deux et vous avez essayé de montrer l'histoire de ces 6 jeunes qui en fait oscillent entre adhérer ou bifurquer, entre comment donner ce sens et surtout comment tenir sur le temps long. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as découvert avec Rupture et surtout l'écho que ça a eu pour aller au-delà de sa décision individuelle, de son choix? On a parlé de s'agréger pour être plus fort. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, ta vision pour sortir du prisme individuel et puis avec des histoires très concrètes comme tu les as vécues et puis entendues et depuis tu portes ce message? Ouais. Alors nous, ce qu'on a observé durant la tournée de Rupture, donc les plus de 100 écoles et universités dans lesquelles on est allé, c'est qu'il y a ce phénomène-là d'éco-anxiété dont on parlait un peu tout à l'heure, il est vraiment grandissant chez les étudiants et étudiantes. Nous, on aime bien, à la fin des projections, faire un peu des temps d'atelier où on pose des questions et les étudiants et étudiantes se lèvent ou s'assoient en fonction de leurs réponses. Et quand on leur demande, ceux qui se considèrent inquiets face à l'avenir climatique, levez-vous, on a des salles qui se lèvent à 80-90%. C'est énorme. Donc il y a une vraie anxiété grandissante chez les étudiants et étudiantes qui est extrêmement présente. Et en fait, ce qu'on observe aussi, c'est que ces étudiants et étudiantes-là, ils ont un sentiment de défiance face à l'entreprise. Ils ne veulent plus aujourd'hui aller travailler dans les grandes entreprises, ils ont peur des entreprises, et ça, en fait, ce n'est pas surprenant. C'est parce qu'on sort de plusieurs années, voire des dizaines d'années, de greenwashing intensif d'entreprises qui ont communiqué sur des actions qu'elles ne mettaient pas en place. Et en fait, ces actions-là, elles ont complètement altéré le lien de confiance entre les jeunes et les entreprises, et c'est ce qui fait aussi en partie qu'aujourd'hui, elles n'arrivent plus à recruter les jeunes. Aujourd'hui, quand on prend un exemple très concret, Centrale Nantes, il y a 5 ans, c'était 75% des étudiants qui allaient travailler dans des grandes entreprises. Aujourd'hui, c'est 75% des étudiants à Centrale Nantes qui vont travailler dans des TPE, PME ou qui créent leur structure. Donc on voit que cette méfiance face aux grands groupes, elle existe réellement. Aujourd'hui, c'est que 18% des jeunes qui disent vouloir aller travailler dans une entreprise du CAC 40. C'est très faible. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, comme on le dit depuis tout à l'heure, parce qu'on parle plutôt des success stories dans des entreprises en disant, voilà, il y a des entreprises qui accueillent très bien l'engagement, qui créent des collectifs, qui mettent en place des super choses pour pouvoir s'engager en interne. C'est des super exemples, mais c'est rare. Et les jeunes n'ont pas confiance aujourd'hui en ces actions-là. Et je pense qu'il y a un enjeu sur le fait qu'aujourd'hui, les entreprises communiquent mieux sur ce qu'elles font, mais aussi sur ce qu'elles ne font pas pour venir recréer du lien de confiance avec les jeunes. Et
aussi donner le pouvoir à ces jeunes-là de venir intégrer ces structures en disant on sait qu'on a mal fait les choses depuis plusieurs dizaines d'années, on contribue à un système qui est dévastateur, qui est destructeur, venez nous aider parce qu'aujourd'hui on ne sait plus comment faire. Et il y a un devoir d'humilité, je pense, de la part des entreprises, d'être capable de dire qu'aujourd'hui elles n'ont plus les cartes en main, elles n'ont plus les capacités de faire certaines choses et qu'aujourd'hui on a besoin de toutes et tous, dont les jeunes, pour transformer les entreprises. Merci Hélène. C'est très frustrant ce format, on aurait envie de parler beaucoup plus. Claire, pour te donner la parole, en fait, je pense qu'il y a un bon équilibre, on parlait de ligne de crête, mais entre soi, entre les leviers, les armes qu'on choisit d'utiliser, entre le collectif, entre la résistance peut-être qu'on rencontre, que ce soit des sceptiques, un système où on a du mal à trouver sa place. Trouver ce qui est juste, faire en sorte que ça devienne une évidence pour tous. Ce n'est pas un combat facile. Globalement, vous êtes tous plutôt jeunes autour de la table. Je pense qu'on a cette notion d'urgence à court terme, mais il va falloir qu'on construise le long terme, et c'est pour ça qu'on se lève tous les jours le matin. Faire coïncider les deux, je sais que toi-même, tu t'es retrouvé un petit peu confronté à cette ambivalence pour trouver ce qui est juste sans s'épuiser en chemin, et puis surtout construire sur le temps long. Est-ce que tu peux nous raconter en quoi ça fait écho pour toi et comment est-ce que toi et puis les pépites vertes, vous arrivez à prendre un petit peu de recul, donc avec humilité, avec joie, avec courage et sûrement avec beaucoup de renoncement, mais comment est-ce que tu mènes ce combat-là? Merci beaucoup. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous ressentez la colère, là, qui vient de se partager? Est-ce que vous ressentez la peur et l'anxiété qui vous a été partagée? Ce sont vraiment des émotions qui nous habitent et qu'on ressent tous les jours quand on est engagé. Ce sont probablement des émotions que vous-même, vous ressentez. Moi-même, elles m'ont beaucoup habité récemment, jusqu'à effectivement arriver à un état d'épuisement, parce que je m'engageais énormément, je travaillais beaucoup, j'avais l'impression que si je m'arrêtais, la Terre allait s'arrêter de tourner, mais non, en fait, la Terre tourne encore sans moi. Et du coup, je me suis dit, ok, est-ce que je suis censée m'épuiser dans ce combat? Non. La réponse est non. Et comment est-ce que je fais pour mettre en place des garde-fous pour éviter justement de ne pas tenir dans la durée, parce que notre engagement là, on en parle, on est engagé depuis 2, 3 ans, 10 ans pour certains, mais on en a pourquoi 20, 30, 40, 50 ans. Donc comment penser durablement nos stratégies d'engagement? Et quelque chose que tu as mobilisé, Jasmine, et qu'on mobilise beaucoup grâce au collectif, c'est ce truc de joie, quoi. Enfin, ce serait bien que ce soit marrant quand même. Sinon, ça va être long. Ce truc de s'entourer de pairs, de pouvoir raconter, de pouvoir partager, de pouvoir profiter aussi de l'aventure de l'engagement. Et en fait, moi, personnellement, je me rattache à ça quand je me demande toujours pourquoi je m'engage. Est-ce que vous, personnellement, si vous êtes engagé, vous savez pourquoi vous vous engagez? Plutôt que contre quoi? Évidemment, c'est nécessaire de se battre contre, mais pour moi, c'est plus facile de me battre pour. Et moi, je me bats pourquoi? Parce que je kiffe être vivante. Je ne sais pas si vous aimez être vivant, mais moi, j'aime bien. Et du coup, c'est ça mon driver, c'est de me dire quand je descends et quand j'ai plus la force, en vrai, c'est trop chouette d'être vivant. Moi, j'aimerais qu'encore plus de personnes soient vivantes, que plus d'espèces restent vivantes. Et du coup, c'est ça que je mobilise pour rester impliquée, connectée et continuer à le faire en rigolant, parce que sinon, vraiment, moi, je ne me réveille pas le matin si c'est pour être triste et avoir l'impression que tout est fini. Évidemment qu'il y a des moments de tristesse et qu'il faut les accueillir et qu'ils sont normaux, et que trop longtemps, on nous a dit de ne pas être triste et de toujours être positif, ça ne marche pas. Mais il faut savoir aussi mobiliser les outils, les gens, les personnes, les collectifs, les communs, la famille, les proches, les amis, pour passer à l'étape de on continue, parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Et pour terminer sur le sujet de la responsabilité, aujourd'hui, quand on peut, on doit, on n'a pas le choix de faire autrement. Donc c'est un mix entre prendre ses responsabilités, mais prendre soin de soi, autoriser les émotions négatives, faire des pauses, dormir, c'est très important, et se remettre au travail, mais toujours en équipe. Merci Claire. Alors, c'est très frustrant, mais on arrive sur la fin de cette table ronde pour ensuite laisser Mélina et Eric conclure avec moi. Je vais du coup vous demander à chacun un mot de la fin, ou un mot d'ouverture plutôt, parce que ce n'est pas du tout la fin, ça on a bien compris. Un message que vous avez envie de faire passer à la salle dans cet accueil des émotions, dans cette mobilisation, dans ce choix de sens, mais du coup bifurquer, adhérer en fonction des définitions. C'est un exercice pas facile, je sais, pour conclure, mais si vous aviez un message à passer, une action, quelque chose que vous avez envie de les inviter à aller voir, en tout cas, ça se veut une introduction, ce moment ensemble, une introduction pour beaucoup d'autres choses, et on compte sur vous. Du coup, peut-être je commence, Éléonore, par toi, et puis on arrive vers la fin. Oui, merci.
Je pense qu'on a tous un rôle à jouer, et l'entreprise notamment. Moi, je voudrais vous rappeler l'importance en fait du fait d'être acteur pour soi, pour son entreprise, dans sa famille, mais aussi pour son écosystème. Alors, au quotidien, chez Novo Nordisk, je travaille avec le responsable des achats. On a une politique qui est vraiment très exigeante envers nos fournisseurs. On leur demande des certifications environnementales, d'être fournis à 100% en énergie renouvelable d'ici 2030. Et en fait, c'est essentiel. On a 500 fournisseurs en France, 60 000 dans le monde. Et donc, on voit bien que si on agrège et si on est exigeant avec les personnes avec qui on travaille, c'est comme ça qu'on pourra avoir un impact beaucoup plus fort pour préserver la planète. Merci Louise. Pour ce mot de la fin, je vais rebondir sur ce que Claire a dit juste avant, ce parallèle entre son engagement, sa vie privée, sa vie professionnelle, prendre soin de soi. Moi, ça a été mon vrai questionnement en tant qu'étudiante, ce paradoxe entre mes études, trouver mon futur travail et mon engagement. Et finalement, j'ai trouvé le levier qui m'était propre, utiliser ce que je sais faire pour m'engager. Et je pense qu'on a tous, vous avez tous chacun ce levier qui vous est propre pour vous engager. Et je pense qu'il faut utiliser ces leviers. C'est d'abord des petites actions et ensuite peut-être quelque chose de beaucoup plus grand, mais c'est important et on a tous moyen de faire changer les choses à notre échelle. Merci. Hélène? Moi, mon mot, c'est radicalité. Je pense que c'est un mot dont il faut arrêter d'avoir peur. Et je vais reprendre ce que disait tout à l'heure Anne Fleur. C'est peu importe la forme que prend l'engagement, le tout, c'est le fond. Et cette radicalité-là, elle est essentielle. Merci. Claire? Intergénérationnel, on est sur une table qui donne la parole aux jeunes et merci pour ça, mais on est là parce qu'il y a des gens qui ont débroussaillé depuis 20, 30, 40 ans le chemin. Et donc c'est ensemble, entre personnes qui ont le pouvoir aujourd'hui et personnes qui ont de l'énergie, et pas encore d'enfants, qu'on doit faire les choses parce qu'on a du temps, on a de la motivation et c'est vraiment avec toutes les générations qu'on pourra faire le changement. Sacha? Pas facile comme exercice, ça marche pas, non? Moi j'aimerais juste revenir sur ce que tu disais, là il y a quelques semaines, avec le collectif du coup Dernière Rénovation, je suis monté sur le toit du Panthéon mettre le drapeau français en berne. C'est un acte à valeur symbolique et le matin je me suis réveillé, j'étais pas bien, quoi. Je faisais pas vraiment le malin, j'étais pas avec mon petit sourire là, et en fait quand j'étais perché là-haut, ça a été un moment de grâce absolue. Je veux dire, il n'y avait plus de peur, il y avait juste vraiment du bonheur, de la joie, de la fierté d'être en phase. Et mon message, du coup, c'est, on parlait des pionniers tout à l'heure, quand John parlait du coup des différentes catégories, 7% de pionniers, de gens qui veulent changer le monde. Si jamais on a tous vraiment conscience de là où on en est, on devrait être tous des pionniers, en fait. Et c'est pas forcément que de la tristesse, de l'anxiété, ça fait partie du chemin, mais c'est pas que ça. Et en fait, l'histoire, à mon sens, n'est pas linéaire, c'est pas juste des petites progression. En fait, il y a des bing-bang, il y a des décennies où il ne se passe rien, et puis il y a des semaines, des mois où tout se joue. Et si on est suffisamment à y croire vraiment, j'ai encore l'espoir, et j'espère que vous l'avez aussi, qu'on peut réellement changer les choses tant qu'il est encore temps et qu'on rentre dans une phase trop instable. Merci beaucoup. Merci Marion, pour finir. Et moi, le mot de la fin, ce serait des ponts. Ce qui me fait peur, en fait, dans toutes ces formes d'engagement, c'est que dans cette radicalité qui est nécessaire, c'est qu'on s'éloigne les uns les autres, qu'on se rejette la faute, qu'on ait l'impression qu'être à l'intérieur et changer, ça n'a pas de valeur par rapport à être seul sur le toit du Panthéon. Moi, j'aimerais appeler justement entre tous ces mouvements, plutôt que se rejeter la faute, c'est essayer de créer des ponts ensemble. En fait, on aura beaucoup plus à y gagner, à essayer de valoriser les engagements réciproques qu'on a, qu'à essayer de nous opposer. Donc voilà, moi j'appellerais à créer des ponts entre nous. Merci à vous, on peut les applaudir bien fort. Et j'invite Eric et Mélina. Merci beaucoup. Alors, pour finir, donc, on a convié beaucoup de jeunes parce qu'on avait envie de faire écho à ces discours, à ces étudiants, à ces jeunes actifs qui balbutient sur
avec leur travail, dans le monde du travail. Mais de l'autre côté, il y a, Claire le disait, ceux qui ont peut-être plus de pouvoir. Encore une fois, ça dépend de notre définition du pouvoir, en tout cas de l'expérience, du réseau, des compétences, des connaissances. Du coup, j'avais envie qu'on décale le sujet, qu'on arrête de parler d'engagement, d'adhérer bifurqué comme un sujet de jeunes. Ce n'est pas du tout le cas. On a parlé d'intergénérationnel. En l'occurrence, je pense que c'est à tout son sens de parler de responsabilité, quel que soit notre âge. Pour ça, donc, j'ai invité Mélina, qui est coordinatrice développement durable du groupe Bouygues, et Eric, qui est le fondateur de la Convention des entreprises pour le climat. Déjà, j'aimerais avoir vos réactions et puis peut-être vous présenter à notre audience. Qu'est-ce que tout ce que vous avez entendu qu'est-ce que ça fait écho pour vous, Eric? Moi, je tiens à dire que je suis époustouflé par ce qu'on vient de voir. Et je pense que ça nous donne une... Donc, comme tout le monde, je vais aller encore plus proche du micro. Donc, je veux dire que j'étais époustouflé par la force là, de ce qu'on va voir et l'engagement. Et aussi, ça nous donne une responsabilité à chacun de nous de prendre toute notre part et de se mettre au diapason de ce qu'on vient de voir. Mélina? Moi, je suis émue parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont profondément résonné et il y a beaucoup de choses que j'aurais pu reprendre à mon compte, d'ailleurs, notamment ce qu'a dit Anne Fleur, mais aussi ce qu'a dit Sacha. J'adhère sur le fait qu'on a besoin de s'agglomérer les uns aux autres, en fait. C'est la métaphore des cellules imaginales. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette analogie avec la biologie. Donc, en biologie, la chenille, quand elle veut devenir papillon, c'est vrai, hein, c'est de la biologie, il y a des cellules imaginales qui se mettent à se multiplier et à s'agréger. Elles sont d'abord reconnues comme étant un corps étranger. Elles sont combattues par le système immunitaire de la chenille. Et plus elles se multiplient, plus elles s'agrègent, plus elles se renforcent. Et c'est ça qui provoque la métamorphose en papillon. Donc nous, en fait, on est les cellules imaginales de la société. On a besoin de se relier, on a besoin de se mettre d'accord sur le fond, parce qu'on est d'accord sur le fond, et de prendre le pouvoir, en fait. Et tu travailles chez Bouygues, je sais que tu en es aussi sortie parce que tu as vécu exactement ce voyage intérieur, cette introspection difficile, vertigineuse, peut-être de colère et de joie. Est-ce que tu peux nous en dire plus, déjà pourquoi tu es sortie, mais surtout pourquoi tu es revenue? Oui, moi j'ai pris la décision de démissionner en 2019. J'avais un peu le sentiment de mettre des pansements sur des jambes de bois, de tourner en rond, d'essayer de sauver un grand corps malade que je ne pouvais pas sauver, en fait, que je n'avais pas les leviers pour sauver. Et j'ai décidé de bifurquer pour le coup avec le cliché de partir m'installer à la campagne, en fait. Et bon, longue histoire courte, hein, mais j'ai réalisé que le côté lobby citoyen me manquait, que le côté politique me manquait, qu'on n'était pas assez nombreux, qu'il fallait massifier le mouvement et que j'avais perdu finalement mon pouvoir, non pas de décision mais d'influence. Et c'est pour ça que je suis revenue. Et pour l'anecdote, la fresque du climat, moi je l'ai fait la première fois chez Bouygues en 2019, c'était à l'automne, un peu comme un barreau d'honneur. J'avais pris la décision de démissionner à ce moment-là. Et j'étais loin d'imaginer que 3 ans plus tard, ça deviendrait un truc hyper corporate. On a plus de 10 000 personnes fresquées chez Bouygues. On a un manager en France sur 5 qui a fait la fresque du climat, et plutôt les grands directeurs en priorité. Et on a 350 fresqueurs, qui est un peu notre collectif qui ne dit pas son nom finalement. Donc ça, c'est intéressant. Les choses ont changé. Et je suis revenue en fait parce que ce qui s'est passé, ce que je n'avais pas anticipé avant de partir d'ailleurs, c'est que j'ai ressenti de la culpabilité d'avoir abandonné mes camarades de lutte en fait, au moment où les munitions arrivaient, pour reprendre l'analogie un peu belliqueuse des armes, mais bon, c'est une bataille idéologique, hein, et culturelle qu'on est en train de mener. Eric, de ton côté? Moi, j'ai travaillé dans un grand groupe du CAC 40 pendant plus de 20 ans. Et quand j'ai eu ma prise de conscience sur l'urgence en fait, auquel on fait face, je me suis dit tout de suite qu'est-ce qu'on peut faire pour agir. Et finalement, la question, c'est inside ou outside. Est-ce qu'on reste dans l'entreprise, et on a ce cas dans le tour de table, on se dit on va essayer de transformer l'intérieur, ou est-ce qu'on sort de l'entreprise, et là, quel impact on peut avoir? Donc moi, j'ai une idée qui m'est tombée dessus à ce moment-là, parce que j'ai eu beaucoup d'émotions quand j'ai vu la cérémonie de clôture de la Convention citoyenne pour le climat. Et l'idée, c'était un dispositif qui s'appelait la Convention des entreprises pour le climat, qui était de mettre 150 dirigeants d'entreprise à travailler collectivement pour faire une vraie redirection. Et donc notre cible, ce n'est pas de la RSE classique, c'est vraiment
une entreprise régénérative, donc qui se réconcilie avec le vivant et les limites planétaires. Et donc on a lancé ça, et c'est vrai que c'est la forme que j'ai trouvée d'organiser ce projet, de réunir une équipe, et on est allé jusqu'à remettre au gouvernement il y a 3 semaines le rapport, et on essaye de faire cette bascule culturelle dont parle Mélina. Voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de m'engager. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une entreprise, d'un dirigeant, de quelqu'un qui incarne en fait exactement ce que vous leur permettez de vivre avec la CEC? Oui, alors j'ai parlé de Christophe Martin, qui est le DG de Renault Trucks. C'est vrai que c'est un exemple un peu emblématique pour nous, parce qu'il fabrique des camions. Et quand on lui a dit « Est-ce que vous voulez venir dans la convention ?» Il a dit « Oui, mais est-ce que vous m'acceptez, parce que je suis un gros pollueur ?» On lui a dit « Oui, tout le monde est bienvenu, parce que si on veut vraiment décarboner notre industrie, il faut que ces grandes entreprises, les pollueurs, viennent avec nous. » Et c'est une personne qui a 53 ans, il raconte que dans sa famille, il était challengé par ses enfants. Et là maintenant, 1 an plus tard, après avoir fait le parcours, il a fait une feuille de route hyper ambitieuse pour son entreprise. Il est d'ailleurs challengé en interne parce qu'elle est trop ambitieuse, mais ses enfants le regardent différemment. Et donc il dit qu'il s'est réconcilié avec lui-même. Et voilà, pour nous, on en a 150 comme ça, et c'est vraiment les ambassadeurs d'une nouvelle phase. Ça nous pose la question de la responsabilité. On a parlé, tu me citais Spider-Man, mais with great power comes great responsibility. Cette notion de responsabilité quand on a du pouvoir, et que tu parlais d'influence, enfin ce pouvoir il peut s'incarner de plein de façons, c'est potentiellement de l'influence, du réseau. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas un sujet jeune, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des dirigeants, quels qu'ils soient? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place, et qu'est-ce que vous pouvez inviter du coup ceux qui ont du pouvoir, après à définir ce que ça veut dire, à faire? Mélina, qu'est-ce que tu en penses? Nous, on a la capacité de nous faire le relais de cette parole radicale et de cette parole en colère qui est légitime, mais qui n'est pas entendue à l'intérieur de l'enceinte et des entreprises. Moi, je rêverais que chaque dirigeant prenne quelques dimanches après-midi pluvieux pour passer quelques heures sur YouTube. Tout est là, hein, c'est vrai, il n'y a pas tellement besoin de répéter ce qui est déjà sur YouTube, mais pourtant, si, en fait, on se rend compte que quand on prend la parole dans l'entreprise et qu'on se fait le relais de ces lanceurs d'alerte, en fait, on se rend compte qu'ils n'ont pas passé autant d'heures que nous à écouter tout ça, et qu'il y a besoin encore de resynthétiser et de répéter et de porter cette parole-là à l'intérieur des espaces de décision. Donc moi, je n'ai pas de pouvoir de décision. Mon seul pouvoir, c'est d'être invité de temps en temps dans des réunions avec des gens bien placés pour pouvoir porter cette parole-là. Donc on est simplement des relais, en fait. On est la frontière poreuse, finalement, de l'entreprise qui fait rentrer le dehors-dedans, comme on dit parfois. Éric, on parlait de modèle de leadership, mais tu parlais de cette posture de direction, de dirigeant, de courage, de renoncement, de joie. On a parlé de beaucoup de choses jusqu'à présent. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner un aperçu de qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Qu'est-ce qu'on invite chacun d'entre nous et chacun qu'on dit pouvoir à faire? Alors on a un des participants de la CEC qui a fait un témoignage qui a dit lors de la première session, et la première session c'était 2 jours de travail sur le constat systémique, le constat des dépassements des limites planétaires. C'était très plombant, il faut le savoir, on a eu beaucoup d'émotions. Il a dit en fait, vous nous avez fait enlever l'armure. Et c'est vrai que c'est ce que je ressens. J'ai eu l'occasion de retourner chez Michelin cette semaine 2 fois pour animer des ateliers sur... Où tu étais par ailleurs. Où j'étais, voilà, c'est l'entreprise où j'étais pendant 20 ans. J'y suis retourné cette semaine. Et c'est vrai qu'après avoir vécu 2 ans sur le projet où justement notre point de départ c'était d'enlever l'armure et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de vraiment différent ensemble, là quand je suis retourné dans l'entreprise, ça a un peu bougé, mais quand même il y avait 30 personnes qui étaient encore avec leur armure. Et on ne va pas s'en sortir si on garde nos armures. Il va falloir vraiment avoir beaucoup plus de légèreté, d'agilité et aussi de courage pour tenter des choses complètement différentes. Et il faut avoir une radicalité dans la redirection stratégique des entreprises, notamment les grandes. Et aujourd'hui, elles sont un peu coincées. Donc voilà, le message, s'il y en a ici, c'est vraiment de prendre toute sa part et d'oser la radicalité. Merci à tous les deux. Pour finir peut-être en apothéose, j'espère, en tout cas pour notre public, c'est samedi matin, ne l'oublions pas. En l'occurrence, on a beaucoup parlé de réconciliation, de nécessité de réconciliation, de créer des ponts, pour reprendre le mot de Marion, de comment est-ce qu'on remet au diapason en fait toutes ces générations, toutes ces personnalités, tous ces leviers d'action.
l'entreprise est un territoire en tant que tel, une petite société dans la société. Donc forcément, on se retrouve un petit peu comme une loupe sur ce qu'on peut faire dans la société. Et puis globalement, moi je l'observe tous les jours, on a tendance à opposer, on a tendance à mettre dans des cases où on reproche aux jeunes d'être jeunes, grosso modo, d'être immatures, d'être radicaux, comme si vous, à 20 ans, c'était pas le cas non plus. Et puis côté vieux, si je puis me le permettre, on peut-être une accusation d'être coupable, d'être obsolète parfois, en tout cas de ne pas faire leur bout de la partition. Pour réconcilier et sortir de cette querelle millénaire générationnelle où on oppose jeunes et vieux. D'ailleurs, je vous invite à la lire. On a publié une étude avec l'asso qui s'appelait « Jeunes cons, love vieux fous », qui parle un petit peu de cet intergénérationnel. Mais j'aimerais bien avoir votre avis pour finir peut-être sur ce message de déjà, vous, individuellement, agir, trouver son moyen d'agir, se mettre d'accord sur le pourquoi et ensuite se mettre en action. Après ça, il y a comment on crée des ponts, comment on s'agrège, on fait les cellules pour démultiplier l'impact. Eric, est-ce que tu peux nous partager déjà ce que tu aurais envie de dire à ceux qui sont venus avant, mais comment est-ce que tu nous invites à réunir les actions, à réunir les facettes, les visions du monde pour agir ensemble et aller beaucoup plus vite? Alors déjà, je pense qu'on le sent ici, la transformation devant nous, elle sera réussie que si elle est intergénérationnelle. Ça, c'est vraiment la condition du succès. Et c'est vrai que c'est une question de théorie du changement. Et on a besoin de tout le monde, hein, des très radicaux et d'autres personnes qui sont plus enveloppantes. Moi, ma théorie du changement, c'est justement d'accepter tout le monde, d'envelopper, d'emmener dans un mouvement qui donne de l'enthousiasme. J'ai beaucoup d'espoir parce qu'il y a 2 ans, j'ai lancé le projet, c'était rien. Et là, en fait, il y a quand même quelque chose qui grandit et la fenêtre d'acceptabilité, elle s'agrandit très très vite. Donc, je suis assez convaincu qu'on va vivre, dans les 2-3 ans qui viennent, une grande bascule. Et cette bascule, en fait, elle peut être une bascule de réconciliation, de se retrousser les manches et de se mettre au travail pour créer une nouvelle société qui sera plus belle et plus juste. Donc voilà, moi j'ai beaucoup d'espoir. Merci. Mélina? C'est la question à 1000 points que tu poses. C'est comment on se serre les coudes pour aller plus vite, en fait. Parce que la question, c'est vraiment celle d'opérer la bascule à temps, c'est-à-dire à horizon très court, quoi. Donc on n'a pas le temps que les vingtenaires prennent le pouvoir et deviennent PDG. On est obligé d'amener cette pression-là auprès des décideurs et de leur coller au basket, quoi. Donc c'est ça qu'on fait et après, il ne faut pas que la charge mentale, comme dirait Valérie Masson-Delmotte, hein, la charge mentale doit être proportionnelle au niveau de pouvoir. Et il y a clairement des leviers de pouvoir qui ne sont pas entre nos mains. Par contre, si on s'organise et qu'on se coordonne et qu'on fait pression ensemble et qu'on est plus nombreux aussi, parce qu'on a tous des degrés de liberté, hein, dans nos entreprises, dans nos organisations, on a tous un pouvoir d'influence, on peut tous poser la question qui va bien dans la bonne réunion qui va bien pour influencer la personne qui va bien. Donc si on s'y met beaucoup plus systématiquement et beaucoup plus nombreux, c'est ça qui va faire la pression pour faire basculer le système, quoi. Vaste sujet, vaste combat. En tout cas, c'est une belle invitation qu'on a faite à notre audience. Pareil, j'ai envie de conclure avec peut-être un mot de la fin, ce mot que vous avez envie de faire résonner dans les esprits, dans les cœurs, dans les tripes peut-être de ceux qui sont ici aujourd'hui. Si vous aviez un mot qu'on retient, une première ouverture pour la suite déjà de la journée et puis surtout de nos cheminements personnels et collectifs. Eric ? Déjà, c'est merci pour la qualité d'écoute, parce que c'était 1h30 de table ronde, et c'est très court, c'est enlever l'armure et soyez vous-même. Mélina? Et prenez le pouvoir. Le pouvoir, ça se prend. Merci. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir tenu ce moment avec nous. Alors, adhérer ou bifurquer, vous avez bien compris que adhérer ou bifurquer, vous avez bien compris que en fait, c'était peut-être pas la bonne question qu'on s'est posée. J'avais un peu fait exprès, je vous le partage.
mais on a besoin des deux, on a besoin de toute la palette de gris entre les deux. Ça ne sert à rien de dénigrer le système, de dénigrer le hors-système. Il faut créer ces ponts, il faut écouter des Sacha des dernières rénovations, il faut écouter des salariés au cœur du réacteur. Créer, tout ce qui compte, c'est l'action, donc agissez, prenez le pouvoir. Arrêtez de rentrer dans du cynisme. En tout cas, merci à vous d'avoir été là et puis surtout diffuser, porter ce message et on compte sur vous. Maintenant, c'est à vous d'agir. Merci à tous et puis bonne journée. Et bravo Jasmine pour l'animation.